Et là, je suis en présence de trois écrivains qui ont été plus ou moins réunis. Je sais que deux d'entre vous, vous êtes réunis à l'occasion d'un atelier ou d'une conférence. Et parce que vous avez un thème commun, c'est le canal du Midi. Hein. Alors, il y a Patrick Cojol, que vous connaissez sur Radio de l'Ers, puisqu'on a eu l'occasion évidemment de présenter son livre Canal du Maudit, qui est aux éditions TDO, vous le savez. Et puis si jamais vous ne le savez pas, vous avez qu'à vous rendre sur le site de Radio de l'Ers, puisque vous allez découvrir Patrick Cojol en vidéo, en audio, voilà. Vous saurez tout sur Patrick Cojol et son dernier roman. Ensuite, nous sommes en présence d'Alain Légony. Alain Légony, alors vous aussi, vous avez publié un livre sur le canal du Midi. C'est un petit éloge amoureux du canal du Midi. On va en parler. C'est pas un essai historique, c'est une approche peut-être plus intimiste. Un roman d'amour sur le canal du Midi. Et puis évidemment, le canal du Midi, un chemin d'eau et de ciel. C'est un très bel album aux éditions Sud-Ouest, de Patrick Tessayre-Dufour, avec des photographies d'Arnaud Spagny. Ouais, c'est ça. Alors là, on parcourt le canal du Midi étape par étape, comme si on était sur les chemins de halage, comme ça, jusqu'au bout. C'est vraiment très bien fait, c'est très agréable, les photos sont magnifiques. Et puis vous êtes, il y a une intimité, vous aussi, avec le canal du Midi, que vous ne cachez pas. Oui. Et c'est extrêmement bien référencé, puisqu'il y a beaucoup d'histoire, justement. Alors, l'un d'entre vous, pourquoi le canal du Midi? Peut-être Patrice. Le canal du Midi, c'est une rencontre. Oui, Patrice. Pardon, ouais. C'est une rencontre avec Pierre-Paul Riquet et une rencontre en fait avec mon père aussi. C'est une sorte de transmission de père à fils. Et en 2009, on décide de partir le long du canal pendant 3 jours à la Toussaint. Et en fait, on a arpenté le canal à vélo de Toulouse à Sète. Bon, un grand classique. Et en fait, je me suis dit, j'en ai pas fini avec ce canal. J'aimerais en savoir plus parce que finalement, on a un magnifique ouvrage d'art, on va dire, c'est le cordon ombilical du Sud-Ouest, une sorte d'endroit exceptionnel qui relie toute notre région d'Occitanie. Et j'ai décidé en fait de revenir régulièrement arpenter les plus beaux lieux du canal, de les découvrir. Et j'ai commencé évidemment par les archives du canal au Port-Saint-Sauveur pour savoir qui était vraiment Riquet, qu'est-ce qu'il avait écrit, quelle était sa correspondance avec Colbert. J'ai rencontré l'archiviste Samuel Vanier. Et puis après, évidemment, j'embarque quand je raconte cette histoire. Donc j'ai mis 15 ans à écrire ce livre. En fait, j'ai énormément de notes, de lieux. J'ai rencontré plein d'éclusiers, de mariniers. Oui, c'est ça, oui. Et je suis allé dans plein d'endroits. En fait, il y a vraiment plein d'histoires qui se chevauchent de toutes les époques. Parce que je raconte évidemment, je parle des Cathares, je parle aussi du Minervois, du marbre du Minervois qui partait, qui était transbahuté sur les péniches sur le canal. Et puis, j'ai voulu donc chaque fois en savoir plus. Et il y a à la fois l'esprit de Riquet qui m'accompagne. C'est vrai que je parle souvent de mon ami Polo. Pierre-Paul Riquet, il est là constamment. Je vais aussi au château de Bonrepos. Je vais aussi dans la Montagne Noire, à Saint-Féréol et aussi à la prise d'eau d'Alzot. Et ce que je voulais, c'était raconter comment ce chef-d'œuvre en fait a été créé. Et puis chaque fois, ces étapes, comment le canal aussi a été sauvé par Vauban puisqu'il s'était ensablé. Et puis après, il y a tout. Il y a les lettres de Riquet. J'ai pu voir en fait les seules lettres de Riquet parce qu'il y a une énorme correspondance entre Colbert et Riquet, mais en fait Riquet n'écrivait pas, c'était son secrétaire qui écrivait, et en fait Paul Riquet, il avait une écriture exécrable, et donc il y a très peu de lettres en fait qu'on a aux archives, et il m'a montré une des lettres, montrait des plans exceptionnels que d'habitude on cache, et c'était vraiment, enfin c'était des bons moments et des oui, c'est vraiment une révélation. C'est un ouvrage très complet, encore une fois je l'ai dit, à la fois intime et extrêmement fouillé sur le plan de l'histoire. Là, par exemple, je tombe sur la cale de Radoub qui a été sauvée d'ailleurs, parce que elle était menacée encore récemment. Vous le dites, la Montagne Noire, le long de la Rigole, échappée au lac de Saint-Féréol. Et à chaque fois, il y a des étapes. On va en reparler tout de suite après. On va donner la parole à nos deux comparses, puisque vous sortez tous les deux d'une conférence. Alors, à l'occasion de cette conférence, qu'avez-vous dit? Quel était le thème de la conférence? Peut-être Alain Légony, dites-nous, qu'est-ce qui vous a tant séduit dans le canal du Midi, avec le canal du Midi? Qu'est-ce qui m'a séduit dans le canal du Midi? Continue à vous séduire. Je viens d'un pays
la Corrèze, le nord du Lot, où il n'y a pas de canaux. Oui. Voilà, il y a des ruisseaux qui sont les affluences de la rivière Espérance, ce que Signol, la Dordogne, ce que Signol a baptisé la rivière Espérance. Oui, donc le canal du Midi, je suis tombé sur lui le jour où j'ai débarqué à Toulouse pour faire des études. Et en face de la gare Matabio, il y avait une péniche qui était en train de passer. Je suis allé voir, j'ai posé mes valises, je suis allé voir. Oui, non mais par la suite, j'ai traversé des centaines de fois le canal. Et à force d'habitude, je n'ai pas mesuré que c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la plus grande réalisation du siècle de Louis XIV avec Versailles. Rien que ça. Et puis il y a le bonhomme Paul Riquet, le génie des eaux. Il est allé chercher les eaux pour alimenter son canal. Il est allé les chercher dans le château d'eau de la Montagne Noire. C'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Alors par-delà nos origines communes avec nos liens avec un petit village d'Ariège nommé Domazon. J'ai épousé la fille du maire. Voilà. Et par-delà, nonobstant ce fait, j'ai un grand respect pour l'auteur qu'il est, pour sa façon d'écrire. Moi, j'aime la belle écriture et il fait partie de ces gens qui savent écrire incontestablement, tout simplement. Je suis tombé amoureux du canal en écrivant sur lui. Et mon premier souci, c'était de me démarquer de ce qui avait été écrit. Parce que des livres sur le canal, il y en a autant que de péniches sur le canal. C'est ce que me disait un pénichier. Donc pour me démarquer, je me suis dit peut-être que ce qui serait bien, c'est ce qui peut intéresser le public et l'éditeur, c'est le regard d'un auteur sur le canal du Midi. Et puis, je me suis vite aperçu que pour écrire 180 pages sur le canal du Midi, le seul regard de Légoni ne suffisait pas. D'accord. Donc, je suis allé chercher le regard des autres, des gens que j'ai rencontrés, des marcheurs, des cyclistes. Non, les cyclistes, non, ils passaient trop vite. Ils étaient pressés. Des pénichiers, des éclusiers, un vieil homme qui se baladait là. J'ai remarqué une chose, c'est que les piétons, quand ils arrivaient à ma hauteur, j'ai cherché à croiser leurs regards, ils baissaient les yeux, tête, et quand ils m'avaient dépassé, ils relevaient la tête. Ouais. Non, mais enfin, j'ai rencontré des gens intéressants. Ouais. Par exemple, un pêcheur d'anguilles qui ne se contentait pas de regarder dériver son bouchon, qui dérive lentement parce que les eaux sont calmes. Il posait sa canne à pêche et il allait explorer les abords, les écluses. C'est une mine de renseignements sur le canal du Midi. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le canal du Midi? Est-ce qu'il y a un édifice qui vous marque le plus et qui vous séduit peut-être le plus? Il y en a plusieurs. Je pense d'abord, le premier, je pense, c'est le tunnel du Malpasse. C'est la première fois qu'il y a un canal qui va traverser un tunnel dans le monde. De toute façon, le canal du Midi, c'est l'ouvrage des premières. Je veux dire, le premier grand barrage d'Europe, c'est le barrage de Saint-Féréol. En 1667, il y a la première pierre qui est posée. Et là, on est en 1679. Et donc Riquet est dans sa dernière partie, la dernière adjudication en fait du canal. Et s'il ne passe pas l'oppidum dans ses runes, il ne réussira pas à aller à passer par Béziers. C'est son objectif. Le but de Riquet dans la construction du canal, c'est de retrouver sa noblesse, ses titres de noblesse et aussi de la richesse évidemment pour ses descendants, pour ses deux fils. Et évidemment, il veut passer par Béziers
qui est sa ville natale. Et en fait, il va faire un coup, c'est-à-dire que le Colbert lui interdit de creuser dans l'oppidum d'Ansérune parce que c'est très friable. Et en fait, il va faire semblant d'envoyer les 3/4 de son équipe du côté de Narbonne pour voir s'il continue de ce côté-là. Et en fait, il va garder son chef d'équipe avec un peu moins de 1000 ouvriers et ils vont travailler en fait de nuit et au petit matin pour continuer en fait un tunnel d'essai. Et au bout d'une semaine, en fait, ils ont bien creusé et il va y avoir l'archevêque de Narbonne, Monseigneur de Bonzy, qui va arriver. Et il va y avoir toute une délégation qui va se déplacer avec Nicolas de Clerville, donc l'ingénieur envoyé par Colbert, et d'Augusto. Et en fait, ils vont découvrir en fait que surtout Monseigneur de Bonzy va dire que c'est réussi, que ce tunnel, en fait, le tunnel d'essai fonctionne. Et on peut y passer. Et à partir de là, Colbert va dire c'est bon, la voie est libre pour continuer. Et là, il sait qu'il n'y aura plus d'obstacles pour aller jusqu'à l'étang de Thau et au port de Sète, dont il vient d'avoir l'adjudication pour créer cette nouvelle ville, ce nouveau port. Donc voilà, donc il va réussir son pari. Et quand on va au tunnel du Malpas, on se dit que c'est un endroit dingue parce que si vous y allez, là, pour que nos auditeurs ils l'entendent, c'est en fait un endroit où il y a plusieurs époques. Donc l'oppidum d'Ansérune, c'est un endroit où il y avait une tribu qui était de l'âge du fer qui est complètement en haut, donc du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et après, en dessous, en fait, il y a un tunnel qui a été creusé au 14e siècle pour assécher l'étang de Montady qui est au pied de l'oppidum et en fait qui traverse aussi. Et en fait, c'est pas fini parce que quand on sort du tunnel, on entend le tunnel vibrer, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, il y a la voie ferrée qui passe dessous. Donc en fait, il y a plusieurs époques qui se rencontrent. C'est un endroit assez formidable, complètement insolite. Voilà. Ouais, ça on peut retrouver ça évidemment dans votre livre Le Canal du Midi, un chemin d'eau et de ciel. Je me tourne vers vous, Patrick Cojol, parce que le Canal du Midi vous a inspiré pour votre dernier livre, même s'il y a une partie qui se passe aux États-Unis. Le Canal du Midi, ça reste inspirant pour les gens, pour les Toulousains, pour les gens qui vivent ici. Absolument. En ce qui me concerne, moi je ne me suis absolument pas lié ni à l'histoire ni au côté poétique, malheureusement, mais un côté beaucoup plus matérialiste et policier, puisque c'était mon travail. Donc effectivement, le Canal du Midi, bien sûr, est une des Parce données. qu'on y trouve beaucoup de choses dans le Canal du Midi. On y trouve énormément de choses. Quand on le met à nu, on y trouve toutes sortes de vélos, de voitures, de mobylettes. Et là, malheureusement, on y a retrouvé quelque chose qui flotte. Et puis c'est un corps, le corps d'une femme, et ça va être le départ d'une enquête policière qui va mener donc l'intrigue sur la région toulousaine, bien sûr, sur le Lauragais et également aux États-Unis. Et Monsieur Légoni, vous me disiez, c'est finalement c'est les personnages qui étaient au bord du Canal du Midi qui vous ont intéressé. Le canal surtout. Le canal, oui. Le canal, un havre de paix. C'est en écrivant que vous avez commencé vraiment à vous intéresser à ce canal. Oui. Ouais. Ce livre, je l'ai parsemé de chansons. Oui, j'ai vu, il y a quelques comptines. Ouais. Oui. Pourquoi ? Pour qu'on descende le canal en chansons. Enfin, le lecteur. Ouais. C'est pourquoi c'est important de descendre le canal en chanson. Il faut le lire. On ne peut pas parler du canal sans évoquer évidemment les platanes, dont un certain nombre ont été amputés. À cause du chancre coloré, ouais. Voilà. Et donc ça. Alors, est-ce que ces platanes, ils ont toujours existé, ou est-ce qu'il y avait plutôt une diversité? C'est une bonne question. Ouais. Alors c'est une question qu'on aborde rarement. En fait, rapidement sur les arbres, en fait, sur les frondaisons en fait du canal. Au départ, il n'y a pas d'arbres, mais en fait, les fils de Pierre-Paul Riquet, Jean-Mathias et Paul, puisqu'il a le même nom que son père, vont hériter des concessions. Il y a deux grandes branches des Riquet. Il y a les Riquet de Caraman et les Riquet de Bonrepos. Ils vont en fait planter des arbres pour une raison première. C'est pas spécialement au départ pour
avoir de l'ombre pour les mariniers, mais c'est plutôt en fait soit pour faire du bois de chauffage, soit du bois en fait de construction ou pour des objets en bois essentiellement. Et en fait, ils vont avoir comme ça, ils vont récupérer de l'argent. En fait, le canal, c'est un énorme objet économique, c'est-à-dire que vous avez des péages un peu partout. Sûr, oui. Vous aviez énormément de moulins, notamment du côté dans le Lauragais, autour de Castelnaudary. Et puis, en fait, les arbres, ils vont arriver au fur et à mesure. Donc, il y a des arbres qui sont plantés tout le long du XVIIe siècle, enfin, à partir des années 1680 et puis jusqu'à la fin, et surtout au XVIIIe. Et au XVIIIe, les platanes, ils arrivent dans les années 1786, 1788. Ils viennent d'Iran, de Mésopotamie. Et au départ, c'est pour faire du bois de chauffage, essentiellement. Et en fait, l'histoire du chancre coloré, en fait, le chancre coloré, on l'a après le débarquement des Américains en Provence, quand ils arrivent à Marseille. En fait, ils ont les munitions et les armes, en fait, dans des caisses en bois de platane. Et malheureusement, dedans, il y a le chancre coloré qui va ravager d'abord tout le parc Borély à Marseille et qui va commencer à ravager Marseille et puis la Provence et petit à petit se répandre sur le canal de la Durance. Et ce qui va se faire, et après celui du Rhône à 7. Et ça va arriver un jour au niveau de Trèbes, donc à côté de Trèbes, le chancre coloré va arriver et c'est là la première fois dans l'Aude où malheureusement il va falloir couper tous les platanes. Et puis il faut couper en général entre 50 mètres avant le platane qui est pris par le chancre et 50 mètres en aval et en amont. Donc vous voyez, c'est un massacre. Aujourd'hui, on multiplie toutes les essences et c'est vraiment très très bien, quoi. Oui, c'est peut-être... Le chancre coloré, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Et, c'est vrai. Et on a été sauvé par quelqu'un de l'INRA d'Avignon qui connaît très très bien en fait le platane et aussi le chancre coloré et qui a fait plein d'essais. Je ne sais plus son nom, j'en parle dans le livre. Heureusement qu'il est là et qu'il a été là parce qu'il a sauvé énormément de platanes et d'essence sur le platane et d'essence sur le long du canal parce que c'est quelqu'un de très très important. Voilà. D'accord. Alors moi je vais lire un extrait du livre d'Alain Légoni. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il fait beau, c'est la fête du serpent. Non, il fait beau temps, c'est la fête du serpent. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il fait soleil, c'est la fête à l'arc-en-ciel. Ça c'est la petite comptine donc qui à chaque fois c'est Giboulet de mars, c'est la saison. L'averse est passée aussi vite qu'elle est venue. Pas d'arc-en-ciel, ce sera pour une autre fois. Le canal reprend des couleurs. Le soleil fait reluire l'écorce des platanes et l'eau reverdit. Ces caprices du ciel, ces lumières changeantes, ces changements de température, ces pins bénis. Canal des 4 saisons, une saison tous les 4 heures. Plus fort qu'à Marrakech en décembre, c'est 4 saisons dans la journée. Voilà, ça c'est un peu, c'est votre écriture, oui, et c'est assez vrai, oui. Alors derrière, évidemment, il y a un dialogue apparemment avec un éclusier. Vous êtes l'éclusier, je ne suis pas l'éclusier, je suis locataire. J'écris un livre sur le canal. Ah bon ? Que puis-je faire pour vous ? Me parler du canal si vous avez un moment. J'essaie de faire parler les gens qui connaissent le canal, ceux qui habitent à côté, principalement. C'est intéressant le regard des autres. Mon regard a besoin d'être rééduqué. J'avais au départ... Je ne le regardais pas comme j'aurais dû le regarder, ce canal. D'accord. J'en ai appris beaucoup en rencontrant des gens. J'adore parler avec les gens. Et pourquoi on le regarde pas comme il faudrait, le canal ? Moi, je parle de moi. D'accord. Je parle de moi. D'accord. Voilà. Très bien. Patrick Cojol, qu'est-ce que vous avez à raconter et à rajouter à tout ça ? Alors moi je suis un amoureux du canal, comme l'autre. Alors, je ne dirais pas que c'est un sujet bateau, loin de là. Ouais. Mais oui, il y a une... Là où je suis d'accord avec Alain, c'est que en fait le canal, on le regarde, mais on ne l'observe pas. Et c'est vrai qu'il ne suffit pas de s'y promener, il suffit de l'observer, de le fixer et de découvrir tout ce que lui est capable de nous apporter. Je pense que le canal se mérite quelque part. Il doit falloir non pas le considérer comme un objet peut-être de passage, ce qui est par définition sa première fonction, mais savoir justement passer au-delà et le fixer pour découvrir des choses qu'on ne voit pas lorsqu'on passe un petit peu trop vite.